Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui réagit à ce qui s'est passé la semaine dernière, qui ressemble un petit peu aux étrennes après Noël, où le lundi c'est les chars, le mardi c'est qui peut participer aux Jeux Olympiques, le mercredi on veut du F-16, le jeudi apparemment maintenant c'est du Mirage 2000 et vendredi, eh bien ça serait du Rafale. Si vous aussi, vous avez le sentiment que ça tunnelise de plus en plus dans les médias et le débat autour de l'Ukraine, je vous propose d'essayer de détunneliser un minimum, de prendre un petit peu de hauteur et de nous focaliser sur ces annonces autour de l'éventuelle ouverture de livraison de Mirage 2000 à l'Ukraine, comme annoncé quand même par monsieur Thomas Gazilou, le président de la commission de défense. Le plan de cette vidéo va être très simple, on va parler du Mirage 2000, ensuite on va parler des bases ukrainiennes, ils sont en train de travailler dessus pour permettre l'arrivée de matériel occidental, et ensuite, très important, de la mission, de l'objectif, de l'état final recherché avant que je vous livre mes 2 cents. Mais juste avant, je vous parle de notre nouveau partenaire ce mois-ci. Partenaire qui vous veut du bien, et c'est NordPass. NordPass, quel est leur objectif, leur état final recherché? C'est de vous permettre de protéger vos mots de passe, à tel point que même les équipes de NordPass n'ont pas accès à vos mots de passe. Et l'idée c'est quoi? Plutôt que de passer votre vie à devoir changer vos mots de passe, à devoir les noter sur un cahier qui peut se faire voler, faire piquer par quelqu'un, eh bien là l'idée c'est de tout conserver grâce à NordPass, de pouvoir générer des mots de passe automatiquement, ce qui les rend beaucoup plus dur à casser, mais également, et ça c'est ce que j'aime beaucoup avec NordPass, il y a une fonction de veille pour voir si vos informations circulent sur le dark web. Et ça, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que le nerf de la guerre, c'est le renseignement. Et le fait de savoir s'il y a eu des fuites d'informations vous concernant, eh bien ça peut vous permettre d'anticiper, vous permettre de réagir, vous permettre de changer tout simplement vos mots de passe rapidement et savoir, tiens, ce mail-là avec ce mot de passe-là, c'est pas une situation d'avenir. Bref, vous l'aurez compris, vous ne voulez pas que ça vous arrive. Et le fait d'utiliser NordPass, suivre le lien qui est juste en dessous, ou d'utiliser le coupon AT, ATE, Alpha Tango Echo, eh bien ça vous offre un mois en plus des offres exceptionnelles en cours. Anticipez, 90% du succès de la mission, c'est dans la préparation. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'anticiper par rapport à tous ces vols de data en ligne. Allez sur Safe. Roger ball. Donc la semaine dernière, monsieur Thomas Gazilou, comme président de la commission de défense française, en visite en Angleterre, a dit que toutes les portes étaient ouvertes et il semblerait également, au vu des déclarations du porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, qu'il y ait des négociations, qu'il y ait des discussions pour Mirage 2000, d'après monsieur Gazilou, ou Rafale, d'après le porte-parole de l'armée ukrainienne. Dans tous les cas, monsieur Gazilou l'a rappelé que la France refuse que ce soit perçu comme une escalade, qu'il ne faut pas que ça vienne, ces livraisons, au prix de l'amputation de nos capacités de combat. Et d'après d'autres sources, ça évoque qu'il faudra à peu près une dizaine de mécaniciens par machine. Alors de quelle machine est-ce que l'on parle dans cette vidéo? Je vais me focaliser sur le Mirage 2000 parce que, n'en déplaise au porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, je ne pense pas que nous puissions à l'heure actuelle donner des rafales ou prêter des rafales sans que ça ne touche nos capacités de combat. Mais on en reparlera dans le futur si besoin. Le Mirage 2000, ça peut être perçu comme légèrement différent. Pourquoi? Mirage 2000C, ils ont été retirés du service en juin dernier. Nous avions à ce moment-là 11 Mirage 2000C et 7 Mirage 2000B. Avec la fermeture du 2.5 Île-de-France, qui a duré plus d'une trentaine d'années sur Mirage 2000, un escadron de défense aérienne, eh bien, nous nous retrouvons avec des Mirage 2000 qui viennent tout juste d'être arrêtés, qui doivent rentrer sûrement en stockage, que l'on pourrait déstocker, que l'on pourrait transférer à l'armée de l'air ukrainienne. En tout cas, c'est le scénario le plus plausible. Maintenant, est-ce que ça vaut un Rafale? Absolument pas, et je vais vous expliquer un petit peu le 2007 d'où ça vient. 1978, premier vol, 1983-84, mise en service opérationnel. J'étais pas né, juste pour vous resituer un peu les choses. Ça pouvait jusqu'en 2012 mettre en œuvre du Super 530D, qui était le missile Fox One, donc vous devez éclairer votre cible en permanence pendant que vous le tirez,
Et depuis 2012, il ne peut plus le tirer. Donc c'est un avion de chasse qui peut faire Mach 2,2, qui a un très bon réacteur, monoréacteur, attention, 9 tonnes 7 de poussée, qui fait entre 7 tonnes 6 à vide et 16 tonnes 5 en masse max, et qui a une capacité à faire donc du Mach 2,2, ça va très vite, mais qui ne peut tirer que du Magic 2. Le Magic 2, missile autoguidé d'interception et de combat, j'en ai tiré pas mal en super étendard, c'est un missile infrarouge, courte portée. Il faut être à côté de son adversaire, plus ou moins derrière lui, pour pouvoir l'accrocher radar et pour pouvoir tirer. D'ailleurs, attention à la Lune, le missile aime bien la Lune. Toujours est-il, avec ça, pas du tout utile en combat aérien à l'heure actuelle en Ukraine, il faut être franc. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec un Mirage 2000C? Vous pouvez intercepter des drones, les abattre, tant que vous avez des missiles magiques, ou au canon. Il y a 2 canons de 30 mm avec à peu près 125 obus. Vous pouvez également tirer des bombes normales, non guidées, on est en train de parler du Vietnam ou de la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez également tirer de la GBU-12, bombe guidée laser, mais le 2000C, qui a participé aux opérations au Sahel, tout ça, se devait d'être accompagné par un autre type d'aéronef ou un drone pour que ces bombes puissent être guidées. Il peut tirer une bombe laser, mais ne peut pas la guider. À partir de là, livrer des 2000C, ne vous permet pas de mettre en œuvre de l'armement guidé laser. Et c'est là justement où c'est intéressant. Si vous souhaitez livrer un avion, on va dire, pour des raisons de communication, pour pouvoir, et je cite certains journalistes, s'asseoir à la table des vainqueurs à la fin du conflit, eh bien à ce moment-là, le 2000C est probablement l'avion qui vous, d'un point de vue marketing, donne l'impression, d'un point de vue communication, de participer très très haut. Regardez, on livre un avion de chasse, mais en même temps, d'un point de vue militaire, je ne vais pas dire que ça fait 0, mais ça fait pas grand-chose. Pourquoi? Parce que en combat aérien, Mirage 2000C contre Sukhoi 35, c'est vraiment pas une situation d'avenir. Vous n'allez pas leur faire peur et vous allez vous prendre un missile si vous essayez de vous approcher. Alors, le combat reste le combat. Il y a toujours certains cas où vous pouvez éventuellement y arriver. Mais c'est clairement pas prévu. C'est comme attaquer un sniper avec une arme de poing. Vous voyez, dans certains cas, ça peut le faire, mais il faut vraiment que tactiquement, ça soit votre jour. Vous arrivez à amener l'adversaire dans une embuscade. Donc, c'est pas fait pour. Ensuite, derrière, de l'appui sol. On l'a dit, ça sera plutôt à la bombe non guidée. Sinon, il faut des systèmes de drones qui guident ou des troupes au sol avec des systèmes pour guider, mais il faut du beau temps. Donc voilà, c'est pas très utile. Le point vraiment où ça peut être utile, voilà, c'est pour intercepter des drones plutôt dans l'arrière-pays, pour être assez loin des systèmes sol-air russes et pouvoir faire de l'attrition dans les missiles de croisière ou dans les drones qui viendraient taper. Alors si vous me dites qu'il n'y a pas que les 2000C, c'est absolument vrai. Et d'ailleurs dans certains médias, ça parle de 2000D ou ça parle de 2000-5. À l'heure actuelle, on a à peu près 27 2000-5 qui sont des versions améliorées avec un meilleur radar et surtout avec l'emport de missiles Fox 3. Les Mika EM, donc vraiment Fox 3, tu tires, le missile y part vers sa cible, et après il allume son propre radar, il est autonome, donc ça vous permet de faire face à des Sukhoi 35, de leur faire peur, de les maintenir à distance, il n'y a pas de souci, c'est très efficace pour ça, ou des Mika IR, qui ont à peu près la même portée, mais qui eux se guident sur des sources infrarouges. Donc le Mirage 2000-5, mis en œuvre à un Luxoy par les Sigurd, absolument, ça pourrait avoir un impact. Maintenant, eh bien, ça va impacter les capacités françaises de protection, donc normalement, on n'est pas censé même en discuter. 2000D, le Mirage 2000D, très utilisé, basé du côté de Nancy, pour de l'attaque au sol. Il y a des rétrofits en ce moment, et cet avion a une capacité de tirer des missiles dans la profondeur, avec le Scalp, a une capacité de tirer de l'armement laser et de le guider, ou d'autres types de GPS ou autres, donc il peut faire du close air support, ou de l'attaque contre des cibles très efficacement. Il a des Magic 2, mais également, avec la nouvelle version, le rétrofit, l'emport de Mika, si besoin. Donc là, c'est un bon avion, mais il est actuellement en cours de rétrofit. Donc au final, Mirage 2000-5, Mirage 2000D, si on utilise ces aéronefs qu'on décide de les prêter ou de les donner, impact direct sur la capacité des forces françaises, non-respect des règles, des consignes données par le président de la République. Donc normalement, ce n'est pas possible. Si on commence à nous prélever tous nos Mirages 2000-5, oui, là, il y a un moment, il faut s'inquiéter quand même, parce qu'en France, ce sont nos spécialistes de la défense aérienne. Il y a un énorme savoir-faire, sinon plus d'avions pour s'entraîner, pour maintenir leurs compétences. Toute compétence dans l'aéronautique non maintenue est perdue. Une étude canadienne a prouvé qu'après seulement un arrêt de 15 jours de travail, des pilotes de chasse mettaient 3 semaines à récupérer leur niveau de compétence avant cet arrêt. Pour vous donner une idée, imaginez 6 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Voilà pour ce qui est de mon choix de pousser ce Mirage 2000C et non pas le -5 ou le D. Donc soyez très critiques, si vous voyez ça dans la presse, on ne pourrait pas les livrer sans se tirer une balle dans le pied d'un point de vue de la défense française. D'autres pays ont des Mirage 2000. Le Mirage 2000, il y en a 315 qui ont été fabriqués en France, enfin livrés en France.
286 exportés dans 8 pays différents. Vous avez notamment les Grecs. Les Grecs, ils ont des 2000 EG et de 2000 BG, ça ne veut pas dire beau gosse, ce sont des biplaces, G pour grec. Donc ils ont 16 équivalents du 2000C, 16 équivalents du 2000B, qui commencent à être retirés du service parce qu'ils reçoivent des rafales. Donc ça pourrait également être, pourquoi pas, utilisé. Petit détail technique, le Mirage 2000 a le NCTR, un système qui vous permet en fait d'analyser la rotation, les moteurs en fait de votre adversaire et de réussir à savoir quel type d'avion, de type d'aéronef c'est en regardant au niveau de ses ailettes, tout ça, une technologie qu'on n'a pas par exemple sur Rafale. Donc c'est très pratique pour pouvoir savoir qui est gentil, qui est méchant. Comme je vous l'ai dit, maintenant on va parler un petit peu des bases ukrainiennes, avec le colonel Yuri Ignat, qui est le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, qui a déclaré vendredi dernier, le 27, eh bien, qu'ils avaient commencé à préparer les infrastructures ukrainiennes pour que les avions occidentaux puissent s'y poser, que c'est en cours dans différentes régions, que ça prend plus de temps qu'en temps de paix, forcément, mais que c'est en cours. Et de quoi il y a besoin? Il y a besoin de revoir les revêtements de pistes, les revêtements de taxiway. Les avions occidentaux sont très sensibles à ce qu'on appelle le FOD, donc tout ce qui est petits débris, on fait très attention à ça. Sur le porte-avions, on va ramasser tous les petits morceaux, sur une piste aussi. Un petit morceau, un gros caillou aspiré dans un réacteur, regardez le F-16, ou regardez même les Mirage 2000, ça pourrait faire de gros dégâts. Et les trains occidentaux sont de manière générale plus fragiles que des trains des MiG-29 ou des Sukhoi 27 qui ont été conçus à la base pour un environnement difficile, avec des météos difficiles et des revêtements de pistes et de taxiway en mauvais état, des MiG-29 ou des Sukhoi, des fois même des grilles de protection au niveau des entrées d'air. Ça vous donne une idée. C'est pas le cas du F-16, pas le cas des Mirage 2000, pas le cas du Rafale. Donc il faut améliorer la qualité des pistes et des taxiways, voir également où on va pouvoir ranger les avions, forcément avant de livrer le moindre aéronef. Dans sa déclaration également, il disait que pour y avoir utilité pour les F-16 en close air support, donc pour l'appui des troupes au sol, en combat air patrol, en protection ou en interdiction, vous mettez par exemple des F-16 ou des Mirage 2000-5 avec du Mika ou avec de l'AIM 120, ça va empêcher les Sukhoi de s'approcher, ils vont pas venir, je vous passe un peu des tactiques, mais ils n'ont aucun intérêt à trop s'approcher, on peut s'annuler comme ça et empêcher des aéronefs d'approcher dans une bulle dans laquelle on va pouvoir envoyer par exemple des avions pour faire ce fameux close air support. Également avec ces avions, on pourrait faire de l'anti-missile de croisière ou de l'anti-drone. Dans tous les cas, il parle qu'il y a cette proposition de Rafale, on n'a pas confirmation, et encore une fois, je ne pense pas que ça soit crédible, en tout cas à court terme, puisque en octobre dernier, le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace a bien indiqué qu'en 2023, il fallait s'attendre à ce que les pilotes de Rafale fassent 150 heures de vol d'entraînement dans l'année, au lieu des 180 qui sont la norme au temps, tout simplement parce qu'on a fait ce qu'on appelle du soutien à l'export. On a prélevé dans le stock de l'armée de l'air des aéronefs pour les donner à des clients export. Donc on a déjà prélevé tout ce qu'on pouvait prélever. Alors on peut toujours prélever plus, mais là on est déjà au stade ou alors qu'il y a la guerre à 1600 km de Paris, en 2023, c'est annoncé de manière publique par le chef d'état-major des armées, nos pilotes de Rafale n'auront pas le minimum d'heures de vol, d'entraînement nécessaire pour être au standard OTAN. Alors la mission maintenant, parce que c'est bien, on peut parler toute la journée, dès que vous voyez une information circuler, dès que vous voyez un article, posez-vous la question suivante, quel est l'objectif, quel est l'état final recherché? Et ne prenez pas une réponse qui est la victoire de l'Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'état final recherché? À quoi correspond cette victoire de l'Ukraine pour laquelle on veut s'aligner ou pas? Je ne sais pas. Mais posez-vous toujours cette question. C'est un petit peu comme si vous arrivez dans une entreprise et puis on vous dit tu vas être là à la réception et ton objectif c'est Customer Satisfaction. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire quoi? Donc victoire de l'Ukraine, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est défini? Est-ce que nos autorités politiques ou de gouvernance ont défini ce que ça veut dire pour nous? Eh bien, c'est important, je pense, de revenir à ces bases-là. Pourquoi? Parce qu'on ne décide pas d'un matériel sans avoir réfléchi à l'objectif que ce matériel doit remplir. Si votre objectif, c'est la protection de l'espace aérien ukrainien, de l'arrière-pays, pour arrêter drones et missiles de croisière, il va vous falloir du matériel spécifique pour ça. Et là, c'est du système solaire et pourquoi pas du Mirage 2000C. Le Mirage 2000C pourrait très bien être basé dans l'arrière-pays, faire des interceptions pour essayer de détruire des drones ou des missiles de croisière. Il remplit toutes les cases. Maintenant, si l'objectif, c'est
appuyer 350 chars livrés par l'Occident pour permettre une percée vers Moscou, eh bien là, c'est pas le 2000C qu'il va vous falloir. Ça va être autre chose. Si maintenant l'objectif, c'est permettre à l'Ukraine de tenir dans la durée pour que ce conflit s'enlise pendant 10 ans, mais donc donner juste l'effort et l'efficacité militaire nécessaire pour être ce qu'on appelle en combat aérien stalemate, donc matcher son adversaire et que ça bouge pas, et bien là, pourquoi pas le 2000C. Mais le Mirage 2000-5, ben non, ça va vous permettre de faire de l'offensif. Donc c'est en permanence savoir exactement quel est l'objectif, et c'est ça qui nous manque. C'est ça qui n'est pas communiqué. Et je comprends d'une certaine manière que ça ne soit pas communiqué. Mais dans ce cas-là, si on ne communique pas l'état final recherché et l'objectif macro, c'est peut-être pas une bonne chose de passer toutes les journées à avoir une multitude de députés, une multitude de personnes qui viennent faire des déclarations dans la presse et d'avoir une sorte de ligne mouvante où on fait du 2000, maintenant on fait du Rafale, non en fait on fait pas d'avion. Et de harceler d'une certaine manière le citoyen avec multitude d'informations qui ne fait absolument aucun sens, puisque ce qui nous manque c'est quoi? C'est la big picture, c'est l'état final recherché, c'est quoi l'objectif? Quel est notre objectif? Si vous le savez, si vous trouvez quelqu'un qui le déclare de manière propre, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je cherche, je n'ai toujours pas vraiment trouvé. Alors on arrive maintenant au two sense. Pourquoi c'était important cette notion de mission? Parce qu'il faut un alignement. Pour gagner un combat, pour gagner une guerre, pour gagner une bataille, pour réussir une mission, il faut un objectif. À partir de là, si cet objectif n'est pas défini, soit il ne nous est pas communiqué, pour des raisons, pourquoi pas, de secret, soit il n'a pas été défini, soit il n'y a pas de leader. Dans ces cas-là, ça pose un problème. On n'a jamais vu quelque chose bien fonctionner sans cet alignement de tous les protagonistes vers cet état final recherché. C'est pour ça que j'insiste autant dessus. Autre point sur lequel je voudrais insister, c'est quand vous êtes leader, vous êtes défini par vos followers. Être follower, ça se travaille, ce qu'on appelle le followership, dont je parle dans Au-delà du cockpit. L'art du followership, c'est important, mais ce followership se maintient. Comment est-ce que vous donnez envie aux gens de continuer à vous suivre en étant stable? Un bon leader dans l'aviation de chasse, c'est une plateforme stable. C'est quelqu'un qui briefe ce qu'il fait et qui fait ce qu'il briefe, mais surtout qui n'est pas en permanence en train de changer de cap, en train de changer de direction. Cette stabilité est nécessaire pour pouvoir amener les gens à vouloir vous suivre. Et là, ce qu'on a vu cette dernière semaine, c'est des coups d'aile violents. Donc vous êtes en train d'essayer de suivre votre leader qui n'arrête pas de faire ça. Ça ne vous donne pas confiance, ça ne vous donne pas envie de le suivre, ça ne vous donne absolument pas le sentiment qu'il maîtrise ce qu'il fait, il perd toute crédibilité. Et en tant que leader, la crédibilité, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on essaie en permanence d'anticiper, de se projeter vers l'avant et de réfléchir avant de parler, de réfléchir avant de communiquer. Et à l'heure actuelle, vraiment, avec toutes ces déclarations, ce qui manque, c'est ça, c'est de la communication efficace, de voilà l'objectif, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qui est en discussion. Mais raligner la totale dans une certaine verticalité cohérente. Même avant de dire on va peut-être livrer de l'avion ou autre, c'est pourquoi, quel est l'objectif. À partir de là, les gens peuvent comprendre et du coup, on peut s'aligner ou argumenter intelligemment, mais au moins on sait tous de quoi on parle. Cette notion de plateforme stable, elle est extrêmement importante dans le cockpit, au-delà du cockpit et bien sûr d'un point de vue géopolitique ou démocratique. Pour revenir au sujet de la vidéo, à savoir les avions. Quelles sont les étapes que l'on pourrait faire pour aider l'État ukrainien? Comme je vous l'ai dit, différents objectifs. Protection de leur population et de la zone à l'arrière du front pour intercepter les missiles de croisière, intercepter les drones. Il faut leur livrer du MiG-29 et ou du Sukhoi 27 qui sont disponibles dans les pays autour. Ils savent faire, temps de transformation facile, l'armement qu'ils peuvent mettre en œuvre n'est pas game changer, et ils ont plus de masse pour faire plus d'interceptions. Logique, facile, efficace et impact immédiat. Ensuite, derrière, si ce n'est pas possible, pourquoi pas le Mirage 2000C? Attention, si on livre du Mirage 2000C, d'un point de vue compétences, maintenance, mise en œuvre, formation, ça va être plus long. Il faut s'assurer que les 2000C soient disponibles. Et derrière, il va falloir les entretenir. Ça va pas se faire par miracle, surtout avec des opérateurs qui ne sont pas habitués à cet avion. Donc c'est très compliqué. En termes de mise en place, on est sur plusieurs mois. Autre détail, qui forme et comment forme-t-on les pilotes sur les Mirage 2000? Certains Mirage 2000 ont été achetés par des sociétés militaires privées. Peut-être qu'il y a quelque chose à trouver. Si on décide que pour former les Ukrainiens, il faut les faire voler sur Mirage 2000B, eh bien, de ce que j'ai compris, il y en a qui ont été récupérés à Nancy. Et donc, si on doit injecter des pilotes ukrainiens à Nancy en formation
au milieu de nos hommes, eh bien cela va avoir un impact sur notre régénération organique en tant qu'armée de l'air française, et on ne coche plus la case qui est que ça ne doit pas impacter nos forces. On va prendre du retard dans la formation de nos pilotes de Mirage 2000D, typiquement. Donc là, voilà, on est sur le fil rouge. Ensuite, derrière, si votre objectif, c'est de pouvoir aller sur la ligne de front ou interdire la ligne de front aux Russes, F-16, F-18, F-15, principalement F-16, pourquoi? Parce qu'il y a énormément de stocks disponibles, et là, voilà, il n'y a aucun vraiment pays qui va devoir impacter ses capacités de régénération organique ou sa capacité de préparation au combat. On va pouvoir trouver des pays avec des biplaces disponibles, et pourquoi pas même des sociétés militaires privées qui peuvent faire le job. Donc le F-16 en numéro 1, après, pourquoi pas le F-18 qui a un côté un peu plus robuste pour les pistes mal préparées. Et derrière le F-15, mais j'y crois pas trop vu le mythe qui entoure un petit peu cet avion. Je ne suis pas sûr que les Américains aient envie de prendre des risques au moment où le F-15 de nouvelle génération est en train d'arriver sur le marché. Dernier point, eh bien c'est le Rafale. Le Rafale, là on va avoir un gros souci pour en trouver des disponibles et pour former le personnel dessus. Passer du MiG-29 ou du Sukhoi 27 au Rafale, alors déjà il y a l'aile Delta, mais derrière en termes de missiles, en termes de texte, enfin en termes de tout, c'est un gros change. Je fais ma transformation sur Rafale. Je pense qu'en 6 mois c'est faisable, en moins de 6 mois c'est peu réaliste, sauf si vraiment les ultra spécialistes dans une seule mission, les pilotes, typiquement peut-être que de la défense aérienne, où là on pourrait peut-être réduire tout ça à 3-4 mois, mais la question est bien 3-4 mois, mais c'est un avion complexe, quid de la maintenance, quid des mécaniciens, et là c'est extrêmement complexe. D'autres avions comme le Gripen, j'ai envie de dire c'est un petit peu comme le Rafale, c'est-à-dire que vous avez un tel saut générationnel par rapport au MiG-29, au Sukhoi 27, que ce soit en maintenance ou en utilisation, que voilà, je pense que la maintenance peut être très très complexe. Si vous me dites on peut très bien avoir des Français qui aident à la maintenance, là on rentre dans un autre débat, ou alors mettre en œuvre les avions depuis un pays de l'OTAN où il y a des bases, là encore une fois c'est un autre débat qui sort un petit peu du périmètre de cette vidéo. En définitive, de quoi on a parlé? Ces annonces, le point le plus important, quel est l'objectif? Quel est l'état final recherché? La victoire de l'Ukraine, qu'est-ce que ça veut dire? Précisément, parce que ça veut dire plein de choses différentes. Est-ce qu'on déplace la ligne de front? Est-ce qu'on va à Moscou? Ou est-ce qu'on fait juste, on protège la population? À chacun de ces objectifs correspond une aide et un matériel différent. Vous avez vu que le panel de matériel est très riche. Le 2000C n'a rien à voir avec le 2000-5. Le 2000-5 a plus à voir avec le Rafale que le Mirage 2000C. Mais derrière, très bien, formation. Quel impact sur nos armées qui déjà ne sont pas dans leur plus grande forme en cette année 2023. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. Prenez du recul par rapport à tout ça. État final recherché, quel est l'objectif? Et je vous souhaite une excellente semaine. Fly safe.